God, I know I can change, I'm a free bird. Et nous y sommes. Voilà, je voulais vous faire écouter cette chanson en démarrage. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette retransmission sur YouTube de la lecture du soir, parce que oui, on va commencer de temps en temps à lire quelques petits bouquins de Star Trek. Alors je pense pas qu'on lira tous les bouquins en entier et on va juste lire un petit peu le démarrage. Il faut savoir que ça fait un moment que j'ai en tête de vouloir lire. D'ailleurs, en fait, ça ne sert à rien. Je n'ai pas besoin de ça, puisque il n'y a plus de son. Je n'ai pas besoin de casque parce que on va faire de la lecture. Ça fait un moment que je me dis que j'aimerais bien lire des bouquins de Star Trek parce que je n'en ai jamais lu. Je sais pas, je crois que mon son est un peu bas. Je n'en ai jamais lu et ça fait un moment. Sur les réseaux sociaux, pas sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, dans les brocantes, de temps en temps, je trouve des bouquins Star Trek à vraiment pas cher, à quelques euros par-ci par-là, 1, 2, 3 euros grand max. Et ça fait un moment, j'en ai une petite dizaine, 10, 12, un truc comme ça, pas beaucoup, que je me suis mis à les collectionner en me disant, un jour ou l'autre, je les lirai. Et je me dis, ça peut peut-être intéresser potentiellement des gens ou pas du tout. Ah, on verra bien. Si ça intéresse pas, c'est pas grave. Il y aura celle-ci et pas d'autres. Mais hop, voilà. Et pour commencer à lire, parce que faut pas mourir bête au final. Hein. On peut pas s'appeler Star Trek pour les nuls en ne connaissant rien. Hein, voilà, certes on connaît les films, on connaît les séries, on connaît les BD, mais si on ne connaît pas les bouquins, au final on ne connaît pas grand chose parce qu'il y a toute une partie du fandom qui a découvert Star Trek par la lecture, quand c'était pas accessible facilement comme ça l'est aujourd'hui. Il y a toute une partie du fandom, l'été par exemple, quand on n'a pas de production de séries, qui lit des bouquins, et moi, j'en ai jamais lu au milieu de ça. Alors, qui suis-je pour parler de Star Trek alors que je ne connais rien? Et oui, ça c'est un gros problème, le savoir. Le savoir, c'est bien de transmettre, mais si on ne sait pas tout, on ne peut pas transmettre peu. Donc, j'ai décidé de me lancer dans la lecture, de vous faire partager ça. Et ce soir, on va commencer en lisant directement ce bouquin, Star Trek Insurrection. Pourquoi Star Trek Insurrection? Parce que Star Trek Insurrection, ça fait depuis le début du podcast que je défends ce film en ayant évidemment conscience de ses défauts. Évidemment, c'est pas un problème. Mais je me dis, il est peut-être temps de lui rendre ses lettres de noblesse. Alors, évidemment, je sais très bien que Insurrection, c'est pas le plus grand film de tous les temps, que c'est pas du tout le plus grand film Star Trek, ni l'œuvre Star Trek la plus intéressante. Il y a plein d'épisodes de séries plus intéressants, plusieurs films sont plus intéressants, mais Insurrection, c'est mon petit dada, c'est ma petite Madeleine à moi, c'est mon petit plaisir à moi, et je me suis dit que j'allais vous faire partager ça. Donc, la nouvelle, je ne sais pas, 30 francs TTC lorsqu'il est sorti, 4,57 €. Je crois que je l'ai payé 1 euro, surtout celui-là qui est particulièrement peu aimé. C'est donc une novélisation après l'histoire du film, après le scénario, donc, parce que à l'époque, quand t'avais rien à regarder au cinéma, quand t'avais rien à regarder à la télé, t'avais beaucoup de novélisations. Donc on a beaucoup de novélisations d'épisodes, beaucoup de novélisations des films, et pas mal d'histoires toutes seules, par-ci par-là. On en a parlé plusieurs fois sur le podcast. Et voilà, donc on va découvrir ensemble Star Trek Insurrection, qui a été écrit par J.M. Dillard, que je ne connais pas, d'après une histoire de Rick Berman et Michael Piller, sur un scénario de Michael Piller. Alors, ce scénario, on le sait, il a été transformé, il a été trafiqué plein de fois, il est passé entre de nombreuses mains avant d'arriver au film que l'on connaît toutes et tous. D'ailleurs, je vous invite à écouter notre podcast, mais aussi le podcast de Star Trek pour les nuls, centré sur le film Insurrection, où les gens n'avaient pas été très tendres dessus, mais aussi sur le podcast Le
Quadrant Pop hein, du podcast Le Coin Pop, qui, pareil, qui a un peu plus décrit l'aspect production du film. Donc là, on est sur l'édition Fleuve Noir, paru en France, je sais pas en quelle année. Voyons, 98. Ah ben voilà, oui, donc après la sortie du film, c'est sorti directement comme ça, en francophonie. Il y a une tabassée de bouquins, c'est incroyable. En France, il y en a déjà beaucoup, aux États-Unis, en Angleterre, je crois avoir cru comprendre qu'il y en avait des centaines. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a une saga qui continue d'exister, je sais plus comment elle s'appelle. Bon, bref. C'est parti. Est-ce que je vous mets de la musique? Non, si. Ah mais non, je vais me faire striker. Ben non, on va pas mettre de musique, désolé. Donc, chapitre 1er. Le jour de l'éclair commença par une matinée de printemps comme les autres. L'air frais se réchauffait avec le soleil levant. Anige s'arrêta pour contempler les montagnes sombres et sereines dans le ciel sans nuages. Elles étaient aussi éternelles que la lumière du soleil lui caressait les épaules, aussi éternelles que le matin, que le vent et que sa conscience. Depuis combien de temps empruntait-elle ce chemin pour se rendre en ville? Depuis toujours, se dit-elle. Oui, toujours. Elle ne voulait pas se souvenir du temps d'avant. Les Bakou avaient toujours vécu là. Elle avait toujours joui de la fertilité de la vallée. Chaque jour, quelle que soit la saison, Anige se mettait en route. Elle contemplait les prés verdoyants, humait le parfum des fleurs sauvages, admirait les cultures luxuriantes issues du sol fertile. Les montagnes, toujours aussi belles, étaient enveloppées selon l'heure par une brume ocre, rose, bleue ou mauve. Même les pluies étaient délicates. Elles n'empêchaient jamais Anige de sortir. Chaque matin, l'intense beauté de son monde remplissait la jeune femme de joie. Un bêlement s'éleva. Les troupeaux broutaient en contrebas. Certaines bêtes étaient dérangées par les cris des enfants qui s'amusaient dans la ferme toute proche. Un groupe de gamins jouait à cache-cache. Deux garçons fouillaient les mangeoires pleines de foin, prenant garde à ne pas piétiner les récoltes. 3 autres gosses couraient en riant dans le verger voisin. Anige sourit. Elle les connaissait tous par leur nom, bien sûr, ainsi que leurs parents. Elle reprit sa marche. La tête d'un garçon à la tignasse dorée surgit d'une meule de foin. « Il est là !» cria une fillette. Le sourire d'Anige s'élargit. Le reste du corps émergea de la meule dans un tourbillon de paille. Le garçon qui venait d'apparaître s'appelait Artim. À 12 ans, c'était le plus jeune ami d'Anige. Elle avait été très proche de Barel, sa mère, avant qu'elle ne meure en couche. Depuis, Anige servait à Artim de tante adoptive. Anige était sage malgré son jeune âge. Elle tenait tant de sa mère que c'était lui, selon Anige, qui apportait le plus à leur relation. Artim échappa à ses poursuivants en riant et gravit le chemin qui menait à la colline, déclenchant une avalanche de cailloux derrière lui. Après avoir regardé les autres enfants le suivre en hurlant, Anige continua sa route. Comme d'habitude, le chemin le mènerait au village. Comme d'habitude, Sojef, le père d'Artim, l'attendrait. Sojef, droit et solennel, avec son éternelle question dans le regard, et comme d'habitude, Anige n'aurait pas besoin de parler pour répondre. Pas encore. Anige avait toujours pensé que sa réponse reposait sur des bases logiques. Elle était encore jeune, Sojef aussi. Les engagements et les enfants pouvaient attendre. Sojef était un homme bon. Il dirigeait la communauté Bakou, qui comptait 600 personnes et augmentait de nouveau après les pertes du temps des larmes. Anige savait, Barel le lui avait dit, que Sojef était le plus dévoué des maris et le plus doux des amants. Le jour du premier anniversaire d'Artim, 1 an après la mort de sa femme, il avait déclaré son amour à Anige, lui demandant de s'engager dans une relation permanente. Pour toujours, avait-il dit. Anige trouvait ça très long. Elle n'avait pas vraiment répondu. « Je ne sais pas, laisse-moi du temps, Sojef, laisse-moi du temps. »
du temps pour se convaincre, du temps pour accepter qu'elle ne se marierait pas par passion, mais par amitié. Sogev avait accepté. C'était un Bakou, mûr et intelligent, pas du genre à laisser les émotions brouiller son jugement. Artim, Anij et lui se voyaient tous les matins. Chacun savait au village que les deux amoureux annonceraient peut-être un jour un engagement formel. Anij inspira une longue goulée d'air frais. Le chemin tourna. La montagne qui lui bloquait la vue disparut pour relever le village et les fleurs multicolores couvrant ses murs. Une nouvelle fois, la vision l'emplit de bonheur. Anij avait vécu tant de printemps. Même émue par la beauté de la saison, elle devait réagir avec sagesse et retenue. Seuls les enfants gâtés affichaient leurs émotions. Mais ce printemps était différent. Ou peut-être était-ce elle, Anij, qui avait changé. Elle était fatiguée de nier ses sentiments pour prendre ses responsabilités. La nuit précédente, elle avait fait un rêve fou. Libre de tout devoir, elle s'envolait du village comme un oiseau et découvrait l'objet de son désir, un étranger dont elle ne voyait pas clairement le visage. Les bras de l'inconnu la serraient. Ses murmures réveillaient en elle un désir incroyable, une émotion intense. Une fois réveillée, elle avait crié de déception en se retrouvant seule dans son lit. À ce souvenir, une vague de tristesse la submergea. La tristesse l'accompagna à travers les prés en fleurs jusqu'au bassin, au milieu de sa place du village. « Tu es folle d'avoir de telles pensées. Les étrangers sont insatiables, amoureux. Comment peux-tu vouloir en aimer un? Comment pourrais-tu abandonner tout ça ?» Marché l'avait calmée. Quand elle salua le premier villageois, son sourire était redevenu sincère. Anij appartenait à ce lieu. La joie d'être là faisait disparaître ses fantasmes enfantins. La foule commençait à envahir la place. Les premiers marchands avaient installé leurs étalages à l'ombre d'une paroi, exposant sur les étals des vêtements tissés à la main, des pots de miel et des herbes médicinales. « Bonjour, Jenna » dit Anij à une femme portant des bidons de lait frais. Son mari, un homme aux cheveux sombres, était le plus âgé du groupe original. « Comment vas-tu, Jatko ?» À côté de l'étal se tenait Sogev. Oubliant l'étranger, Anij le regarda avec admiration. Malgré ses vêtements simples, on sentait qu'il était le chef. Pas parce qu'il prenait un air affecté ou condescendant. Non, Sogev était le plus doux des hommes. Il y avait en lui une force dont Anij avait été témoin durant le temps des larmes, quand il avait pris la décision la plus difficile qui soit. Elle le salua comme elle l'avait fait chaque jour durant les 11 dernières années, avec un petit sourire complice. Il répondit comme d'habitude par un sourire constipateur, accompagné d'une légère incertitude dans le regard. « M'aimes-tu enfin comme je t'aime » Anij lui fit sa réponse muette. « Laisse-moi le temps. » On voit qu'on est déjà de suite, l'ouverture du livre n'est pas exactement... Enfin, on voit qu'on arrive à la même scène qu'au début du film, mais... Excusez-moi. Mais on voit de suite que on creuse les personnages secondaires avant de se lancer dans l'histoire. Sogev acquiesça, une manière de signifier que l'échange était terminé, puis porta son attention sur la place. Il considérait comme son devoir de connaître les problèmes, les espoirs, les besoins de chaque villageois, leurs rêves également, surtout leurs rêves. Anij se détourna et se dirigea vers un étal où un vendeur déchargeait les premiers majras de la saison. En voyant la jeune femme s'approcher, le vendeur sortit un couteau et pela le fruit pour en révéler la chair juteuse et violette. Il en coupa un morceau et le donna à Anij. Mordant une grosse bouchée, elle sourit de plaisir. Un frisson la parcourut, éveillant les souvenirs du temps des larmes, celui où l'éternité avait failli s'arrêter. C'est là que j'aurais dû faire ma première pause, désolé. Donc voilà, une petite accroche assez douce qui donne direct une caractérisation du personnage de Anij, personnage secondaire mais assez récurrent du film.
Enfin, c'est le secondaire principal du film qui va être à la fois l'intrigue amoureuse mais également le- l'accroche pour Picard de cette planète. Et avant de rentrer dans l'histoire que l'on accroche immédiatement dès la 3e page. À l'intérieur de la paroi rocheuse, derrière les boucliers qui le rendaient invisible, Galatine regardait la jeune femme. Celle-ci frissonna, leva la tête et le fixa. Le cœur de Galatine battit. Elle l'avait senti, reconnu peut-être. Non, se dit-il, tu vois, elle est distraite, c'est tout. Elle regarde dans le vide. Ta culpabilité te joue des tours, Galna. Il jeta tout de même un coup d'œil à ses indicateurs pour s'assurer que le bouclier fonctionnait. Tout allait bien. La femme ne pouvait pas l'avoir remarqué. Et pas davantage l'officier de Starfleet et les autres chercheurs dissimulés derrière l'écran. Ou ceux qui arpentaient la place du village, invisibles également. L'un d'eux se tenait à côté de la jeune Baku, assez près pour qu'elle le touche si elle se retournait brusquement. Mais elle ne le ferait pas. Elle était bien élevée et superbe, comme les autres membres de son peuple. Un flot de boucles dorées encadrait ses traits délicats et ses yeux sans âge. Tous les Baku avaient ce regard, même les enfants. Pour la énième fois de la journée, Galatine lutta pour maîtriser sa haine et sa jalousie. Regarde-la, elle essuie le jus écarlate du majra qui a coulé sur son menton. Sa peau est douce et lisse. Galatine soupira. La femme semblait radieuse. Son corps était ferme, son visage éclatant de jeunesse. Quel contraste avec lui et les autres Sona, vieux, voués à une mort rapide, leur gène tellement endommagé qu'ils n'avaient plus d'espoir de descendance. Nul enfant pour venir leur rappeler la beauté de leur jeunesse. De nombreux Sona étaient déjà morts. Sans petits pour les remplacer, leur race était destinée à disparaître en moins d'une décennie, peut-être 2. Galatine détourna les yeux. La vision des Baku sur la place du marché l'emplissait d'un désir ardent. Base à enseigne McCauley, dit un lieutenant de Starfleet à côté de lui. Faites votre rapport à la zone 7 et assistez l'équipe d'édaphologie. Bien compris. Le chercheur invisible qui se tenait près de la jeune Baku se retourna et s'éloigna. Galatine regarda le lieutenant. Une humaine entre 2 âges avec quelques rides. Un Sona aurait aussitôt pris des mesures pour les faire enlever. Les humains et la plupart des races de la Fédération les toléraient pourtant, comme s'il s'agissait d'un événement naturel, non d'un immonde symbole de mortalité. La femme regardant les Baku, Galatine put la détailler à son aise. Bizarrement, sur les humains, les signes de vieillesse paraissaient moins hideux. Sur le visage d'une Sona, la moindre ride était un affront. La peau de Galatine était déjà tendue au maximum. La chirurgie plastique quasi quotidienne. Alliée aux dégâts génétiques, elle n'était pas sans conséquences. Galatine développait la maladie que redoutaient les Sona. Sous la peau, la chair tournait au vert foncé, puis les tissus délicats se désintégraient, couche après couche. Un mouvement ramena Galatine à la réalité. Un enseigne de Starfleet lui tendait un datapad. Le Sona le prit, jeta un coup d'œil distrait au relevé, puis regarda l'officier, un jeune humain à la peau rosée. Aux yeux de l'enseigne, Galatine devait paraître grotesque, décadent, avec sa peau exangue et ses robes somptueuses piquées de joyaux. Et alors, ce n'était pas la faute des Sona si les autres habitants de la galaxie n'avaient aucun goût, ou si les couturiers de Starfleet semblaient se complaire dans le banal et l'utilitaire. Un peu de latinium et d'onyx sur le col et les épaules, un gros rubis sur la boucle de ceinture, quelques changements subtils çà et là, et l'enseigne aurait toute autre allure. Décadent, pensa Galatine. C'est ce qu'ils pensent de nous, que nous sommes décrépits, mourants. Il regarda encore l'enseigne, puis la beauté vibrante de la jeune Baku. Le pire, c'est qu'ils ont raison. Il tendit le datapad à l'ancienne. L'amiral Dougherty attend ces informations, dit-il sèchement. Transmettez-les au vaisseau. Avant qu'il ne puisse prononcer le dernier mot, une voix de Sona inquiète sortit de la console des communications. Alerte, zone 12.
L'éclair d'une arme, sur la place du village, les Bakou et leurs observateurs invisibles se tournèrent vers les collines étonnés. Galatine entendit des sifflements, puis un grognement. La voix cria quelque chose, mais le signal était brouillé. L'androïde a des parasites. Réalisant le danger, Galatine plongea vers la console de communication la plus proche. Au rapport. De nouveau du bruit et des râles. Je ne peux pas l'arrêter. L'enseigne désigna quelque chose sur la colline. Là-bas! Invisible pour les villageois, une silhouette courait sur la pente rocailleuse avec une agilité, une vitesse surnaturelle. Galatine se plaça devant l'écran principal. Agrandissement! Quelqu'un dévalait la pente, précédé par une avalanche de pierres, de sable et de poussière. Des sonas brandissant des armes de plasma le poursuivaient. À côté, couraient des enfants Bakou terrifiés, ignorant que leur trajectoire allait bientôt croiser celle du fugitif invisible. La mission était menacée, réalisa Galatine. Pire encore, ces événements risquaient de révéler à leurs alliés de Starfleet les véritables raisons de leur présence sur les lieux. Pourtant, tout n'était pas perdu. Les Bakou avaient entendu le bruit de la décharge, mais seuls les enfants les avaient vus. Si rien d'autre d'étrange n'éveillait leurs soupçons, trop tard. Un garde sona leva son arme à plasma et mit le fugitif en joue. L'éclair aveuglant le rata de peu. Les enfants hurlèrent en entendant le bruit de l'arme. Sur la place du village, la Bakou demanda « Que se passe-t-il » Son regard exprimait plus d'indignation que de peur. « Anige, se souvint Galantine. Tu t'appelles Anige et tu es la plus téméraire de tous. » Les scientifiques de la Fédération regardèrent la poursuite. Un nouvel éclair de plasma fit s'éparpiller les villageois. Galatine secoua la tête. Ses craintes se réalisaient. Un membre de la Fédération avait fait une découverte regrettable. Les sonas devaient le tuer, mais pas devant ses collègues. « Halte au feu !» cria-t-il avant de jeter un regard au lieutenant de la Fédération. La femme comprit ce qu'il voulait. Elle était intelligente et vive comme les autres membres de Starfleet. Et cela, pensa-t-il, était précisément la source de notre problème. « Base à commandeur Data !» commença le lieutenant. « Reroutage, micro-hydraulique, distribution d'énergie, régulation, thermique, surcharge. » L'androïde était presque arrivé à la place du village. Il était désorienté, endommagé, comprit Galatine. Bien, il y avait peut-être un moyen de s'en sortir en le détruisant sans insulter la Fédération. « Data, au rapport, immédiatement !» ordonna le lieutenant. L'androïde ne montra aucun signe de compréhension. Transfert, positronique, fonction matricielle, lancement, protocole secondaire. Courant toujours, il porta ses deux mains gantées à son cou. L'enseigne bondit d'horreur. Il essaie de retirer son casque. Galatine activa son communicateur. « À toutes les unités, interceptez l'androïde !» Et oui, salut sur le chat, Guillaume, Captain Garen. Oui, je fais un mauvais data, désolé, je ne sais pas imiter Brent Spinner comme il le fait aussi bien, mais à ma décharge, c'est un dialogue qui n'existe pas dans le film. Donc je fais ce que je peux. Ah, toi, tu sais le faire, tu nous feras lors d'un prochain... dans le prochain podcast. Donc une fois de plus, voilà, chouette introduction. On a direct le mystère entouré des sonas via Galatine. C'est pas révélé, mais de suite on attire notre regard. Il vient de prononcer un autre prénom, alors je m'en souviens plus. C'était assez cool. Hop là, je vais pas le retrouver. Ouh là là, ça va vite. C'était vraiment chouette. Bon, je vais pas le retrouver, tant pis. Mais voilà, de suite, on a des intrigues qui démarrent de suite, alors que l'histoire ne fait que débuter. Ben voilà, écoute, tu nous dis sur le chat, Guillaume, que tu sais faire data, mais également ROM. Ben on t'en prie. Prochaine émission, c'est challenge accepted. Tu vas nous faire ça dès l'introduction. Par contre, les voix de ROM et de data en français, je ne les connais pas, mais je te fais confiance. Artim courait dans le village. Père lui expliquerait ce qui se passait. Il calmerait ses peurs infantines.
Sojef était vieux et sage et il savait tout. Il devait y avoir une explication, il y avait toujours une explication. Mais Artim ne trouvait rien pour justifier l'étrange bruit que lui et ses amis, Jusa, Nal et les filles, avaient entendu monter du lac. Les garçons ont des noms, mais pas les filles. Le ciel était parfaitement dégagé, ce n'était pas un orage. Un éclair magique avait suggéré Nal. Ils avaient ri de cette explication. Ils étaient presque adultes. Le temps du changement allait bientôt arriver. Les filles se transformeraient en créatures dignes d'intérêt. Waouh! Du moins, c'est ce que disait Père. Artim, lui, trouvait l'idée absurde. Ok. Fais gaffe à ce que tu dis, on est sur Switch. On recontextualise 1980, publication en 98, donc 97, 96 par là. Et désolé, c'est pas moi. Mais je trouve l'idée absurde, comme dit Artim. Oui, ils avaient ri, mais Gina, une des filles, avait vu un autre phénomène impossible. Des graviers, de la poussière qui volait, des mottes d'herbe écrasées, comme si quelqu'un d'invisible courait vers eux. « Regardez !» avait-elle crié. « Regardez !» Artim avait senti ses poils se hérisser. L'incompréhensible perturbation était passée, vite suivie par deux autres. Le garçon avait senti son courage s'envoler. Les enfants avaient pris leurs jambes à leur cou. Des fantômes, avait pensé Artim. Seuls les fantômes sont invisibles. Mais les spectres existaient dans les contes, pas dans la réalité. L'étrange éclair avait déchiré l'air à côté de lui, l'aveuglant. Un éclair. Non, ce n'en était pas un. Artim n'avait pas senti l'odeur de l'ozone. Le roulement du tonnerre qui suivit fut si puissant que le jeune garçon hurla de terreur. Toutes ses pensées disparurent, sauf une, trouver Père. Un autre éclair, un nouveau coup de tonnerre. Artim parvint sur la place du village. Il regardait les visages des adultes pour y chercher du réconfort, mais la confusion régnait partout. Sojef était debout dans la foule. « Père !» Artim se figea quand il vit la peur sur le visage de Sojef. La même expression que lorsqu'il parlait du passé, l'époque où les siens s'entretuaient avec des armes. Il appelait ça comment? Ah oui, la guerre. Aujourd'hui, la même terreur s'inscrivait sur le trait du chef de Bakou. Artim était le seul à s'en rendre compte. Pour les villageois, Sojef devait paraître calme, mais la panique se lisait dans ses gestes quand il prit Artim dans ses bras et poussa les villageois vers la salle des fêtes. « À l'intérieur, à l'abri !» Un bruit d'éclaboussure, comme si quelqu'un était tombé dans le bassin. Artim se dégagea de l'étreinte de son père pour voir l'impossible. Une tête flottait à moins d'1 mètre de lui. Ce n'était pas celle d'un homme, au moins pas d'un Bakou. La peau de l'être était dorée, sauf autour de la blessure béante qui ouvrait sur son cou. Ses yeux, d'un ambre surnaturel, étaient rivés sur Artim. Le garçon hurla, puis tomba, en essayant de s'enfuir. Père avait menti, il lui avait caché la vérité. Les fantômes existaient, et celui-là lui en voulait. C'était un spectre en colère, peut-être à demi décapité, d'un coup de tisonnier, ou pire, un étranger. Les Bakus s'éparpillèrent comme une volée de moineaux. Sojef prit le bras d'Artim et le tira vers lui. « Protocole secondaire activé », dit le fantôme. Ce n'étaient pas exactement les paroles auxquelles s'attendait Artim. Il se laissa tirer, mais ne put s'empêcher de regarder par-dessus son épaule. La tête grimaçait et grognait, comme si elle se battait contre des ennemis invisibles. Un bruit résonna, comme du métal qui se déchirait. Un éclair rouge. Puis un autre homme apparut, ou plutôt sa tête, et son torse suspendu en l'air à côté du visage doré. Le nouvel inconnu ressemblait un peu à un Bakou, mais son visage étroit était constellé de taches vertes. Les deux spectres se battirent au milieu de la place, l'étranger tacheté de vert luttant contre les bras invisibles de l'inconnu à la tête dorée. C'est génial, hein. Genre, ils ont une salle des fêtes. Bah, le petit village paumé, oui, bah, il faut bien qu'ils se retrouvent hein, de temps en temps dans une salle des fêtes. Tous les villages ont une salle des fêtes. Il y a une salle des fêtes à Samatan. Il y a une salle des fêtes dans le plus petit village que vous connaissez, c'est certain. Donc, qu'il y ait une salle des fêtes dans le village des Bakou, ça ne me surprend pas. Il faut bien lire le soir et se raconter des pièces de théâtre.
Belle prise de position en racontant ça depuis le point de vue de Artim. Et j'ai bien aimé là, le moment où il raconte mon père a menti. Parce que ben, en étant papa moi-même, ouais, quand tu essayes de rassurer ton enfant et qu'il se passe l'inverse de ce que tu lui as annoncé, mon fils, la première chose qu'il me dit, c'est tu m'as menti. Alors que non, je t'ai pas menti. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Je pensais te rassurer, mais ça n'a pas marché. Je te présente mes excuses. Belle supposition, je pense, sur les enfants. Ah, je suis bien accroché, je suis content. Ça fait combien de temps on est là? On est où? 40 minutes. Allez, on va continuer, on va essayer de faire une petite heure. Hein. Le lieutenant de Starfleet se leva. Il le voit. Arrêtez-le, cria Galatine, sentant que des décennies de travail, la moisson de toute une vie, allait être détruite sous ses yeux. Vite! Commandant Data, arrêtez, dit le lieutenant. C'est un ordre, je répète, arrêtez! Artim regarda l'étranger tacheté de verre s'élever dans les airs, puis s'écraser sur le sol, tête la première. L'être doré prenait progressivement forme. Un cou, un torse, des bras, et la partie basse de son corps apparurent. D'un mouvement vif, l'inconnu arracha l'arme des mains de l'adversaire qu'il venait d'assommer. « Il va nous tuer !» pensa Artim, affolé. L'être doré dirigea son arme vers la paroi rocheuse et tira. Quelque chose craqua sur le roc. L'être tira encore et encore, remplissant l'air de lumière et de tonnerre. La paroi trembla, comme si elle était faite de rayons de lune, puis disparut pour révéler une vision encore plus incroyable que les scènes auxquelles venait d'assister Artim. À la place de la falaise se trouvait un petit bâtiment sculpté dans la roche. Sa façade était en verre. À l'intérieur, Artim vit des tables basses où étaient posés des étranges appareils métalliques, ainsi que des objets carrés où des images bougeaient. À l'intérieur, des gens s'étaient baissés pour se protéger. Ils se relevèrent lentement devant les yeux ahuris d'Artim et des autres Baku. « Que se passe-t-il » murmurèrent les villageois. Qui est-ce ? Qui ? Se demanda aussi Artim. L'un des inconnus avait la peau tachetée de vert. À voir ses habits ornés d'or et de joyaux scintillants, ce devait être le chef. À côté de lui se tenait une femme, à la peau sombre, vêtue d'une combinaison stricte, comme ses autres compagnons, d'espèces et d'apparences diverses. Il y a deux genres d'étrangers, pensa Artim, ceux à la peau tachetée de vert et ceux aux combinaisons colorées. Derrière le garçon, les Baku murmurèrent. Artim se retourna pour voir d'autres étrangers apparaître parmi eux sur la place. Alors le fantôme doré baissa son arme et évalua le résultat de son attaque sans haine, ni méchanceté. Seule de la satisfaction se lisait sur ses traits. Fin du chapitre 1. On va s'arrêter là, parce que c'était une belle accroche. Hop, il faudrait que je m'attrape un petit marque-page. Je n'en ai plus. C'est pas grave. On va faire râler beaucoup de gens. Hop, on va peut-être corner la page. Eh oui, on corne la page sur le chapitre 2. Quelle accroche! Je suis tout content, très heureux. C'était très cool. On a bien rendu le démarrage du film en un chapitre, en 20 pages. On a rendu ce que le film nous donne en quelques secondes, parce que le démarrage, ça fait quoi? 2 minutes 30, grand max, peut-être 3 minutes, mais je crois pas, de ces trucs en exposant direct les mini-enjeux, pas les enjeux, mais les questionnements qu'il y aura autour des Baku et des Sona. Et puis on nous présente direct 4 personnages secondaires. Donc on a eu Anij, Galatine qui sera très secondaire dans l'avenir. Bon, peut-être que dans la novélisation, il aura un peu plus d'importance. Il revient plus à la fin du film, normalement. Sojef, le chef des villageois qui n'a pas de nom dans le film, je crois. Et Artim, le petit garçon qui va être le copain de Data, avec cette révélation assez incroyable. On voit que le peuple Baku... Enfin, moi, je vois ça qui se passe devant moi. Je pète un plomb, je crie, j'hurle. Non, les Baku, ils sont sereins, ils s'arrêtent et ils se murmurent
qu'est-ce qui se passe, qui est-ce, tu vois, il y a une petite pause. C'est assez intéressant, moi je suis content. Évidemment, je vais vous inviter à me dire ce que vous en pensez de ce petit format. Je vais peut-être le continuer, faire quelques enregistrements d'avance. Si ça vous plaît, tant mieux, je poursuivrai. Si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas grave, mais dites-le moi, je n'irai pas plus loin. Enfin, j'irai plus loin personnellement dans le livre, hein, je pense que je le finirai, mais peut-être que je ne vous rendrai pas ça en direct, soit sur Twitch, soit sur YouTube, soit évidemment sur les ondes de Galaxy Pop. Allez, bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous, et à bientôt.